Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, et bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Notre grande interrogation du jour, Mali, l'ordre constitutionnel dans 24 mois, la CEDEAO dos au mur, c'est notre grande interrogation. Eh bien, Mesdames, Messieurs, la durée de la transition au Mali a été fixée à 24 mois, annoncé d'ailleurs lundi soir. Le ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. La durée de la transition au Mali est fixé à 24 mois à compter du 26 mars 2022, conformément à l'article 22 de la loi numéro 22-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, a-t-il indiqué lisant un décret signé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Lors du sommet de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, de mars 2022, tenue à Accra au Ghana, l'organisation sous-régionale avait indiqué que les autorités de transition au Mali ont proposé un calendrier de 24 mois, soit 2 ans en plus des 18 mois déjà écoulés sans résultat concret, tout en regrettant la non-disponibilité du président de la transition pour honorer physiquement à l'invitation qui lui a été faite de rencontrer le sommet afin de rechercher une solution à la situation actuelle. Fin de citation, ce sont les propos bien sûr de la CEDEAO. La CEDEAO a décidé lors d'un sommet extraordinaire tenu le samedi 4 juin dernier à Accra de maintenir les sanctions imposées le 9 janvier 2022 au Mali, de poursuivre le dialogue dans le but de parvenir à un accord devant permettre la levée progressive des sanctions à mesure que les étapes de chronogramme de transition sont réalisées. Voilà pourquoi nous nous interrogeons également aujourd'hui. Mali, l'ordre constitutionnel dans 24 mois, la CEDEAO dos au mur, c'est notre grande interrogation. Pour nous accompagner, nous sommes avec le docteur Yamin Timba qui est là avec nous ce jour. Docteur Yamin Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Très heureux de vous avoir, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, je vais bien. Vous êtes justement au courant de cette décision du gouvernement du côté de Mali qui a pris l'initiative qu'à partir du 26 mars 2022, eh bien, la transition est prolongée pour 24 mois. Votre réaction? Je suis plutôt satisfait parce que je n'espérais pas du tout que le Mali allait obéir aux injonctions de la CEDEAO, étant entendu que ceux qui vivent à Dakar ou à Lagos ou à Abidjan ou à Accra ou encore à Monrovia, oui, n'ont aucune idée de la situation réelle que vivent dans laquelle se trouvent les Maliens. Et je pense que la CEDEAO n'est pas l'État du Mali. Ce n'est pas un État fédéral qui peut donner des injonctions à un État fédéré. Je crois que, encore que dans une fédération, il pourrait éventuellement y avoir des limites de pouvoir. Je crois que la CEDEAO outrepasse son pouvoir. Parce que dans les textes de la CEDEAO, il n'est dit nulle part que l'État, que l'organisation peut donner des injonctions à un État ou que l'injonction peut s'immiscer de cette façon dans la gestion de l'État. La CEDEAO ne peut pas se permettre de dire au Mali quoi faire. Pendant qu'on y est, ils vont peut-être leur proposer aussi les noms des membres de la liste du gouvernement. Donc, je crois que ce n'est pas une bonne attitude, ce n'est pas la bonne chose à faire. Et depuis le début, le colonel Assimi Goïta et ses camarades avaient fixé ce délai à 3 ans. Et je crois que les 3 ans sont maintenus. Parce que là, ça fait 1 an qu'ils sont là et puis ils parlent... On avait parlé de 18 mois au départ. Pardon? On avait parlé de 18 mois au départ. Non, ils ont dit 18 mois et puis ils ont révisé, ils ont dit ils se donnent le temps. Oui. Ils ont dit au moins 18 mois. Ils n'ont jamais dit 18 mois ferme. Ils ont dit au moins 18 mois. Et après avoir fait un état des lieux, ils ont proposé 36 mois. Et depuis lors, ils ont réuni les assises nationales qui leur ont proposé d'aller même jusqu'à 5 ans, entre 3 et 5 ans. Oui. Ils ont décidé de rester sur la fourchette basse qui était l'estimation qu'ils avaient faite au départ, qui était de 36 mois. Ils y sont restés. Donc je crois qu'il ne faut pas que nos organisations sous-régionales ne deviennent, comment dire, des porteurs d'ordre. Le gouvernement malien est assez gentil de les écouter parce qu'après l'impair diplomatique du président français qui a dit « je vais appeler la CEDEAO pour » et le lendemain matin on a vu les réactions, le Mali devrait normalement fermer la porte à ces gens. Et je pense qu'ils savent que le Mali peut le faire.
Il peut le faire parce qu'il l'a fait à la France en faisant partie de son ambassadeur, ses médias, sa force Barkhane et en disant à l'Europe également qu'il y a des limites à tout en faisant partie de Takuba. Je pense qu'ils peuvent le faire. Mais ce n'est pas ça l'objectif à poursuivre parce que nous sommes en Afrique, nous sommes entre nous et il faut maintenir la porte du dialogue ouverte. Et je crois que c'est dans ce sens que le gouvernement du Mali continue de discuter avec la CEDEAO, même si la CEDEAO semble avoir un disque qui répète la même chanson. Comment voulez-vous que le Mali puisse organiser des élections? Déjà à l'époque c'était 6 mois, oui. Sous 6 mois dans un pays coupé en deux. Est-ce que la CEDEAO entérinait ou soutenait ou supportait l'idée que le Mali puisse être divisé en deux? Vous vous souvenez que vous avez vu le président Bandao être accueilli par le président français dans le nord du Mali, ce qui laissait croire que le nord du Mali était devenu une autre république. C'était également le cas d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, non, je crois que c'était Ibrahim Boubacar Keïta, c'était pas Bandao. Donc, du coup, je crois qu'il y a des limites et qu'il faut se donner, et il y a surtout des préalables. Je crois que les préalables, c'était de restaurer l'unité territoriale du Mali. Il y a tellement de déplacés internes, et ces déplacés internes, il fallait gérer ce problème qui était urgent, qui posait un risque de crise sanitaire, de crise alimentaire, de crise humanitaire, bref, tellement de risques en même temps. Il fallait gérer ça, de crise scolaire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'allaient plus à l'école, qui avaient quitté tous les ordres d'enseignement. Et je pense également qu'on avait un problème. Quand même, les forces, l'armée qui est là aujourd'hui, qui est devenue une armée d'occupation et qui n'est plus... les deux armées qui étaient là, qui étaient devenues des armées d'occupation et qui n'étaient plus des armées d'assistance, de la coopération militaire, n'aidaient pas le Mali, puisque le Mali était sur le point d'être partitionné. C'est-à-dire, je parle de Barkhane Takuba et je parle de la MINUSMA. Depuis près d'une dizaine d'années, qu'est-ce que ces armées font là? Donc le Mali a décidé de régler le problème. Et aujourd'hui, grâce à de nouveaux partenariats, il faut signaler que le Mali a commandé des armes en France que la France n'a jamais livrées. Pourtant, il a perçu l'argent. Et donc, le Mali s'est trouvé d'autres partenaires qui l'aident, qui permettent aujourd'hui à son armée de se mouvoir, mais surtout d'avoir des résultats qui sont là, que tout le monde peut vérifier. Et l'État du Mali commence à réinstaller les populations qui avaient été déplacées dans leur village, dans leur ville, relance des activités agricoles, les activités scolaires de la prochaine rentrée semble que tout le monde pourra retourner, autour de la grande majorité pourra retourner dans son collège ou dans son école, dans son lycée. Et nous voyons également une prise en main de la production d'or, etc., de tout ce qui était produit exporté par le Mali. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois que le Mali a des problèmes beaucoup plus importants. Il a exporté 64 tonnes d'or sont sorties du Mali l'année dernière, équivalent de 5 milliards d'euros. Le Mali a perçu combien? Absolument rien. Sauf que ça, 5 milliards d'euros, ça fait 3 280 milliards de francs CFA. Or, le budget du Mali n'est que de 2 435 milliards cette année 2022. Donc, ce que le Mali a seulement comme or aurait pu lui permettre de couvrir une fois et demie son budget. Je crois que le Mali a beaucoup d'autres problèmes plus urgents que celui-là. Et les assises nationales ont constitué le moment où le peuple a adoubé ce gouvernement. Il faut laisser ce gouvernement travailler. Il faut lui permettre de reconstruire, au moins de recréer les bases à partir desquelles, comme ils l'ont promis eux-mêmes, ils ne vont pas se présenter, ils ne vont pas prendre part aux élections lorsqu'elles seront organisées. C'est une garantie suffisante que c'est les civils qui vont reprendre le pouvoir et que le Mali sera de nouveau un pays normal, comme eux, ils pensent qu'il est anormal. Donc, il faut laisser le gouvernement faire son travail et il faut que la CEDEAO s'occupe de problèmes beaucoup plus urgents et beaucoup plus importants comme l'insécurité au Sahel, comme l'inflation en cours, comme les problèmes, le risque de crise agroalimentaire, comme les problèmes de santé qui minent la région et comme le niveau, ou disons les conditions de formation des élèves, des étudiants et les conditions de travail et de rémunération des fonctionnaires de chaque État. Qu'ils émettent des conseils en direction des États dans ce sens, ce serait certainement plus salutaire. Peut-on dire aujourd'hui que la CEDEAO est aux ordres lorsqu'elle demande justement le retour à l'ordre constitutionnel au Mali? Qu'est-ce qu'on appelle ordre constitutionnel? Constitutionnel, ça veut dire qu'il y a c'est parce qu'il y a un civil à la tête de l'État.
C'est ce qu'on nous fait croire. Oui, mais Banda était là, il a fait quoi? Ibeka était là, il a fait quoi? C'était l'ordre constitutionnel, non? Mais c'était plutôt, surtout Ibeka, laissons un Banda. C'était la catastrophe. Est-ce qu'on parlait d'un ordre constitutionnel? Au fait, laissons ces débats juridiques. Mais où était la CEDEAO pour s'assurer qu'il n'y ait pas de djihadistes dans le nord du Mali? La CEDEAO était où? Quand le pays était de facto partitionné en deux, pourquoi la CEDEAO n'a jamais réagi? Pendant qu'on y est, le franc CFA siphonne toute la valeur ajoutée de 8 des membres de la CEDEAO. Pourquoi la CEDEAO ne dit rien? Le PIB du Sénégal a chuté de 40% par rapport aux années 70, celui de la Côte d'Ivoire de près de 20%, celui de pays comme le Mali pratiquement de 35%, celui de pays comme le Bénin ou le Togo pratiquement de 40-45%. On vous siphonne de la valeur ajoutée, vous ne réagissez pas sur des questions fondamentales comme celle-là, vous venez réagir sur un État qui se reconstruit et vous voulez bloquer sa reconstruction. Je crois qu'il y a quand même un ordre de priorité qui inquiète et qui pousse à s'interroger sur quelles sont les bases à partir desquelles la CEDEAO prend ses décisions. Du coup, la question de ces bases-là amène à se demander si la CEDEAO ne reçoit pas des ordres. Parce qu'il est incompréhensible et totalement bizarre de voir des chefs d'État dont les peuples souffrent pour harceler un régime, un gouvernement, harceler un État qui apporte un minimum de bien-être à son peuple, qui essaie d'améliorer les conditions de vie de son peuple et qui essaie d'apporter plus de sécurité à son peuple. Mais quel est l'objectif de la gestion des États? Ce n'est pas ça. Il y a quand même là un problème. Et lorsqu'on se souvient des coups de fil de Macron, lorsqu'on se souvient d'un certain nombre de menaces venant de Mme von der Leyen, la présidente de la Commission de l'Union européenne, on a le sentiment qu'effectivement la CEDEAO prend des ordres quelque part et vient les implémenter. Mais le problème général de l'Afrique qui parle le français, c'est justement celui-là, c'est-à-dire d'avoir l'impression qu'il y a très peu de pays dans lesquels il y a une initiative propre sur l'attitude à adopter dans le cadre des questions internationales et même de questions domestiques. Peut-on dire aujourd'hui finalement que les chefs d'État de la CEDEAO, qui jusqu'à preuve de contraire prennent leurs ordres de l'Europe ou encore de la France, sont aveugles et ne voient pas que leur peuple souffre? Ils sont plus illégitimes qu'aveugles. Ils sont clairement aveugles. Ne les dispensons pas de leurs responsabilités. Ils sont parfaitement... ils voient très bien. Ils voient très bien, ils sont parfaitement lucides. Le problème, c'est qu'ils sont illégitimes, d'une part, et d'autre part, pour la plupart, il y a un peu de traîtrise dans leur façon de faire. Et ce n'est pas seulement propre à ces présidents de la CEDEAO, mais généralement, c'est quelque chose de quasi général dans la plupart des pays où l'on parle le français et utilise le franc CFA ou le franc comorien. Donc, il faut que les peuples en prennent acte. Et lors des prochaines élections, pour la plupart, ils doivent être remplacés en 2025 et 2026, que les peuples en prennent acte et que les peuples dégagent la plupart de ces chefs d'État qui pensent que la légitimité leur vient de l'extérieur et non pas de la recherche permanente, quotidienne, du bonheur et de la sécurité de leur propre peuple. Je crois que c'est honteux de devoir dire ce genre de choses parce que finalement, si un seul chef d'État est faillible en Afrique, c'est vous, c'est moi, c'est tous les Africains qui doivent s'interroger sur ce qu'ils veulent que leur continent devienne. Que voulons-nous? Que recherchons-nous? Quels sont nos objectifs? Bon, maintenant, les chefs d'État doivent comprendre que si nous ne sommes pas d'accord avec eux, eh bien, ils partiront. C'est une sanction normale. On ne va pas couper la tête de quelqu'un pour ça, mais ils n'ont pas fait ce que le peuple attend d'eux. Donc, ils peuvent céder la place à d'autres et aller vaquer à d'autres occupations. Certains sont avocats, d'autres sont des enseignants d'université ou des hauts fonctionnaires. S'ils en ont encore l'âge, certains sont des hommes d'affaires. S'ils en ont encore l'âge, ils peuvent continuer vaquer à leurs occupations anciennes. Nous les respectons pour le temps et pour l'énergie qu'ils ont mis à devenir et à être président de la République, mais il y a des limites qu'on ne peut pas se permettre de les laisser franchir. Jusqu'à preuve de contraire, le 4 juin dernier, la CEDEAO a maintenu ses sanctions contre le Mali, mais on va également oublier que l'UEMOA a quand même fait une sortie pour demander, on va le dire comme ça, d'arrêter justement ces sanctions.
Je pense que la CEDEAO n'était pas le 4 juin pour s'occuper du Mali. La CEDEAO était pour régler notre problème. Ils n'en ont pas parlé. Un jour, on saura de quoi il était question. S'ils avaient voulu s'occuper du problème malien, je crois qu'il aurait été réglé. Les dispositions, il y a des autorités judiciaires qui ont demandé la levée de ces sanctions, je crois que vous êtes au courant. Et puis vous parlez de la position de l'UEMOA, il faut peser lourd. La CEDEAO, c'est 14 États, je crois. L'UEMOA, c'est 8 États. Donc soit dans la CEDEAO, on vote, soit on ne vote pas. Donc si vous êtes... Mais on sent quand même la division entre les deux organisations. Mais clairement, parce que il y a quand même... bon, ce ne sont peut-être pas tous les États de l'UEMOA qui sont qui demandent ou qui sont d'accord avec la levée des sanctions contre le Mali. Mais il y a aujourd'hui on le sent très bien, une opposition, en tout cas une divergence de vue dans la CEDEAO qui risque de fragiliser durablement cette organisation. Parce qu'il faut bien comprendre que le problème de fond que le Mali révèle, c'est qu'il y a un problème de capacité à sécuriser la CEDEAO. Si ces gens ont eu une première expérience de l'ECOMOG en 1995, je crois, c'était 1995, au Sierra Leone, pourquoi ils ne peuvent pas la renouveler aujourd'hui? Ce que nous avons pu faire hier, on peut le refaire aujourd'hui et mieux, ou à plus grande dimension. Mais que la CEDEAO organise une armée qui va sécuriser le Sahel et il n'y aura plus de problème. Assimi Goïta n'est pas au pouvoir parce qu'il recherche le pouvoir. Il est au pouvoir avec le gouvernement qu'il a et qui a été adoubé par le peuple parce qu'ils ont prioritairement un problème de sécurité qui n'est pas comparable au problème de sécurité qu'on trouve dans les autres pays. C'est un problème de sécurité qui poussait à la partition du pays et l'armée n'avait pas la possibilité d'accéder à une partie du territoire. Vous voyez que c'est un peu différent, par exemple, de ce qui se passe au Cameroun ou de ce qui se passe en RDC ou des choses comme ça. Mais là, on a un problème grave. Au Soudan, ça a abouti à la partition du pays. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'en Afrique, on ait déjà des petits pays minuscules? Il faut encore qu'on saucissonne? Où les gens vont vous dire, oui, mais le Mali est très... Non, le Mali n'est pas très grand. La Russie, c'est 17 fois plus grand. 17 fois plus grand. La Chine, c'est près de 8 fois plus grand. Donc, il faut que nous les États-Unis, idem. Il faut qu'on sache que... et ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir des États-Unis, la CEDEAO, en un bloc. Au moins, si on n'arrive pas tout de suite aux États-Unis d'Afrique. Donc, je crois que les reproches qu'on fait à l'État du Mali ne sont pas fondés. Et je crois qu'il faut laisser l'État du Mali travailler. Maintenant, l'encadrer. Et la CEDEAO doit être là pour les encadrer, pour leur permettre d'atteindre les objectifs clairs qu'ils ont déclinés depuis le début. Et on voit très bien que ces gens ne travaillent que pour atteindre ces objectifs-là. Ils ne travaillent pas pour autre chose. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez vu le colonel Assimi Goïta passer son temps à se parader dans le monde, à se balader dans le monde? Pas du tout. Il est occupé à régler les problèmes de son pays. Maintenant, tout le monde sait que ce qui se joue réellement dans cette affaire, ce n'est pas directement le Mali. Ce qui se joue, c'est d'un côté, on se retrouve encore dans une espèce de situation où on a le groupe de Monrovia contre le groupe de Casablanca. Oui. Donc on a la CEDEAO tenue par l'OTAN et qui doit bousculer le Mali, derrière lequel on voit l'Union soviétique, on voit la Russie et la Chine. Et donc du coup, le Mali devient une sorte d'Afghanistan où les gens veulent s'affronter. Sauf que le Mali leur a dit, le Mali n'est pas l'Afghanistan des années 70. Et le Mali s'est fermé à ça et est en train de régler son problème à l'intérieur. Voilà. Est-ce que le retour à l'ordre conditionnel pourrait changer quelque chose? Admettons qu'une admission qu'un civil justement arrive au pouvoir, est-ce qu'on ne rentrera plus peut-être dans les années 60, comme ce fut le cas sous le coude de la France? Le problème, c'est que si cela s'était passé 6 mois après l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir, effectivement, j'ai des doutes qu'on aurait pu atteindre, qu'on aurait pu parvenir comment dire, à un Mali stabilisé et vraiment pris en main. Un an après, je crois que la vision du monde, la façon dont les Maliens abordent les problèmes, à la fois nationaux, sous-régionaux, continentaux et internationaux, a beaucoup changé. Et d'ici 2 ans, donc là il reste 21 mois, oui, je crois que les Maliens seront davantage préparés à une attitude profondément encore... Ils sont déjà très patriotes, ils sont déjà très nationalistes, mais
Ils vont être préparés à une gestion de ce patriotisme et de ce nationalisme qui leur permettent de vraiment être maîtres de leur destin, maîtres de leur pays et de pouvoir entrer en relation avec tout pays dans le monde de leur propre gré. En fait, ils vont retrouver leur capacité d'initiative historique. Je crois que le Mali, dans 2 ans, quand le gouvernement actuel cédera la place à un autre, eh bien, je crois que le Mali sera beaucoup plus fort, beaucoup plus solide, beaucoup plus uni et surtout beaucoup mieux préparé à affronter les turbulences de la scène internationale au regard de l'expérience qu'ils auront engrangée avec la CEDEAO, avec Barkhane, avec la France, avec Takuba, donc l'Union européenne, et avec la Russie. Soyons optimistes. Nous voyons très bien aujourd'hui comment, malgré tout, le Mali s'en sort. Le Mali s'organise, le Mali s'équipe militairement, le Mali, son économie, aussi curieux que cela vous paraisse, est en bien meilleures conditions que l'économie de la plupart des pays de la CEDEAO qui veulent chasser le colonel Assimi Goïta du pouvoir. Mais ces gens ont des problèmes beaucoup plus importants, comme l'inflation, la crise alimentaire. Un pays qui met de l'ordre, un gouvernement qui met de l'ordre dans son pays relance l'agriculture, vous voulez le chasser. À la fin, je ne comprends pas très bien quel est votre problème. Donc, le Mali sera... Selon certains experts, la plus grande peur aujourd'hui de l'Occident, c'est que le Mali puisse provoquer ce qu'on appelle un effet papillon dans d'autres États qui pourraient justement se rebeller. Je pense qu'ils n'ont rien compris à ce que c'est que l'Afrique. Le Mali ne provoque rien du tout. Il y a une jeunesse africaine et une population africaine qui est prête et qui aujourd'hui soutient totalement le Mali et demain va soutenir les autres États. Mais l'Afrique va se libérer. Pourquoi ils sont pressés? Pourquoi ils veulent aller plus vite que la musique? Ils veulent danser plus vite que la musique. Ce qui se passe au Mali ne fera pas un effet domino. C'est simplement que le Mali est le point de départ. Parce que l'effet domino veut laisser croire que quelque chose se passe au Mali, c'est isolé et puis il y a une inspiration ailleurs. Non. Le Mali, c'est le point de départ. Et ce point de départ fait que, en réalité, ça va simplement essaimer. Et quand vous observez bien la situation du Mali, vous voyez que le Mali est soutenu par toute l'Afrique. C'est tout, et particulièrement l'Afrique où on parle le français et utilise le franc CFA, est soutenu par toute la jeunesse là-bas, tous les intellectuels, à moins qu'il y ait quelques intellectuels qui hésitent à comprendre. Comprendre, non, ils comprennent. Un intellectuel qui ne comprend pas, c'est une histoire. En fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas assumer sa responsabilité. Ils comprennent tous. À moins qu'il n'y ait des intellectuels et des politiques qui sauvegardent ou qui sont tenus par certains intérêts qui les obligent à avoir un point de vue contraire à leur propre bonheur. Parce que le bonheur de tous les Africains passe par ce que le Mali est en train de faire, par ce qui va, cela que le Mali est en train de faire, qui va se faire dans tous les autres pays, parce que le Mali n'est que le point de départ. Donc, en fait, ceux qui nous envoient des concepts, ordre constitutionnel, effet domino, c'est leur problème. Nous, on ne sait pas parler le gros français. Tout ce qu'on sait faire, c'est de dire, le moment est venu de nous libérer, on va se libérer, et on a commencé par libérer le Mali. Maintenant, c'est inéluctable, ça va se faire partout. Ceux qui sont intelligents devraient venir négocier avec nous, discuter avec nous, nous dire, écoutez, vraiment, on sait que cette affaire, rien ne l'arrêtera. Donc, voici, nous souhaiterions ça, 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 ça. Eh bien, nous discuterons avec tout ce monde-là. Nous ne sommes pas dans une perspective colonialiste ou impérialiste de dire que quand on va se libérer, on va dominer le reste du monde. Si l'Afrique avait ce genre de tendance, on l'aurait fait du temps où, plusieurs fois, du temps où nous étions, nous avions les royaumes les plus puissants sur la terre. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait pourquoi? Parce qu'un être humain normal préserve non seulement d'abord prioritairement sa vie, mais également toute autre vie, pas seulement la vie des autres hommes, mais toute autre vie sur Terre. Donc, notre objectif est de préserver la vie chez nous, qui passe par notre souveraineté, notre liberté, notre indépendance, et ceux qui veulent bien que cela participe, que cela contribue à préserver la vie chez eux, nous sommes ouverts, nous sommes prêts à discuter. Est-ce que le colonel Assimi Goïta et son gouvernement, dirigé par Choguel Maïga, le docteur Choguel Maïga, est-ce qu'ils ont déjà dit un jour qu'ils ne parlent pas avec quelqu'un? Non. Ils peuvent chasser l'ambassadeur de France, mais le lendemain matin, demander à parler avec la France. Ils n'ont aucun problème avec ça. Il n'y a pas un ressentiment particulier pour quelqu'un ou une colère particulière pour quelqu'un. Il y a simplement le besoin urgent et la détermination de travailler
pour construire le bonheur des Maliens, pour construire la réussite des Maliens, pour construire la souveraineté malienne et pour s'assurer que cela va participer, que c'est une étape, la première ou l'une des étapes pour construire la souveraineté des Africains, le bonheur des Africains, la réussite des Africains. Celui qui est prêt qui veut en profiter un peu, il vient, on discute, on voit quelles sont les conditions dans lesquelles on peut le faire contribuer. Mais celui qui pense que la force, c'est par la force qu'il va avoir ce que nous aurons, il se trompe lourdement, il n'aura plus rien. Et pendant longtemps. Merci beaucoup à vous, Dr Yam Timo, d'avoir été les nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.